Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré depuis le salon Run Experience. Et ça tombe bien car aujourd'hui on va parler d'un sujet central et pourtant assez sous-estimé quand même par les coureurs, le ravitaillement en course, 10 km, semi-marathon et même ultra-trail. Cette émission vous est proposée par NutriPure qui s'engage à vous offrir le meilleur de la nutrition sportive. Activez votre potentiel aujourd'hui sans sacrifier votre santé de demain. Nous allons voir comment bien s'alimenter pour être performant et puis surtout éviter les pépins intestinaux. Et pour décortiquer tout ça, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux invités. Allez, on va dire d'exception. D'un côté, Marie Chavanès, experte en nutrition sportive et en haute performance au sein de la team NutriPure. Salut Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va super, merci à toi pour l'invitation. Et de l'autre côté, face à moi, nous avons le plaisir de recevoir Aurélien Dunant-Palaz, ultra-trailer international, vainqueur notamment de la Diagonale des Fous et de la Hard Rock 100, deux des courses parmi les plus difficiles au monde, en tout cas elles ont cette réputation. Salut Aurélien, comment ça va toi ? Pas trop dépaysé à Paris, dans cette ambiance un peu marathon, ça doit te changer un petit peu. Salut Guillaume, ouais ça change un peu moins de montagne ici, mais bon c'est sympa de voir les partenaires, voir un petit peu le monde du running à plat. Ouais. Ça te donne envie de faire un petit marathon un jour ? Pas tout de suite, j'ai d'autres objectifs, mais pourquoi pas un jour, je viendrai peut-être un jour m'essayer quand même à cette distance mythique. Bon bah écoute, aujourd'hui on va s'intéresser à toutes les questions autour du ravitaillement, comment est-ce qu'on l'adapte en fonction de la distance, de l'intensité, mais aussi comment est-ce qu'on peut la personnaliser vraiment pour qu'elle colle parfaitement à nos besoins et surtout à notre corps. On va voir aussi comment on peut éviter les erreurs qui peuvent se payer cher, surtout sur marathon. Marie, pour bien poser les bases, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots peut-être quelles sont les ressources énergétiques qui sont principalement utilisées par le corps pendant un effort et un effort intense ? Alors oui, bien sûr. Donc au niveau des réserves énergétiques, donc on a à la fois l'utilisation des glucides, qui est une source d'énergie qui est limitée. On a en fait des réserves d'énergie que l'on appelle glycogène au niveau musculaire et hépatique et qui seront utilisées donc plus sur des efforts intenses. Et à contrario, sur des efforts de plus basse intensité, on va utiliser donc des lipides et la proportion donc entre glucides et lipides va varier en fonction de l'intensité. Bon, on va détailler tout ça bien sûr. Et on entend souvent que pour des efforts courts, comme par exemple le 10 km, on n'a pas forcément besoin de ravitaillement parce que nos réserves en fait en glycogène suffisent. Est-ce que c'est vrai ? À partir de quelle durée ou peut-être quelle distance, selon toi, ça devient quand même important de manger ? Est-ce que c'est dès le 5 km ou c'est vraiment... Alors en fait, les réserves, donc le glycogène, qui sont les réserves énergétiques, comme je le disais, vont s'épuiser aux alentours des 1h30 en fonction de l'intensité de l'effort. Mais du coup, en dessous d'une heure et demie, on n'aura pas réellement besoin d'avoir un apport en glucides, en énergie. Le corps sera en capacité de tenir la distance et la durée. Donc, c'est pas forcément la distance, c'est plus le temps de course. Par exemple, quelqu'un qui va courir, je sais pas, un 10 km en 1 heure, en 1h15, est-ce que lui, il va aller un peu plus, ou un 20 km en 2 heures, lui, il va avoir des besoins. C'est plus la durée de l'effort, en fait. C'est les deux, on va le voir, la durée et l'intensité qui va conditionner ou non la prise de glucides. Mais effectivement, le repère, c'est aux alentours des 1h30 où on estime que les stocks de glycogène vont être bien entamés. Et c'est là où on va avoir de la difficulté à poursuivre l'effort. Alors, Aurélien, toi, tu es un peu à l'opposé de tout ça. Tu viens du long, même du très, très long. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as vraiment pris conscience, toi, de l'importance du ravitaillement ? Est-ce que tu as toujours été un petit peu carré là-dessus ou tu as quand même eu des apprentissages peut-être parfois un peu douloureux sur les courses ? Non, ouais, j'ai eu un apprentissage un peu douloureux, comme tu le dis. J'ai commencé à 19 ans et tout de suite sur des longues distances. Et je me souviens, la première année, donc quand j'avais 19 ans, j'avais fait l'Ultra Trail du Beaufortin, ça faisait 100 km, j'ai couru 14 heures de temps. Et j'avais mangé à l'époque beaucoup de gel, j'avais fait un petit déjeuner vraiment pas adéquat, donc j'étais vraiment pas très minutieux sur la nutrition. Et j'ai eu des gros problèmes gastriques sans passer dans le détail pendant la course. Je m'avais fait plusieurs arrêts au bout de la course, au bord du chemin. Et depuis, je me suis penché un peu plus sur le sujet. Et c'est vrai qu'au fil des années, il y a de plus en plus d'études, le milieu se professionnalise, on essaie de réfléchir avec les nutritionnistes, les produits se développent. Donc maintenant, on a vraiment des protocoles qui sont de plus en plus carré, mais ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place et maintenant depuis on va dire 5-6 ans je commence à être à l'aise avec tout ça et puis j'ai mes propres protocoles, je sais ce qui fonctionne sur les longues distances. C'est vrai que c'est quelque chose qui
quand même beaucoup de gens sont comme ça, c'est-à-dire on prépare par exemple un marathon, on commence à s'intéresser à son ravitaillement, on va dire sur la fin mars, et puis souvent on se dit je vais prendre un bon repas la veille, le matin je vais prendre un bon petit déjeuner, je vais me lever un peu plus tôt, je vais prendre un plat de pâtes, et puis après je vais un peu improviser, je vais peut-être trouver un gel sur le salon, mais tu vois on calcule pas, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on doit manger. Globalement, à partir de quand dans une prépa qui dure 3 mois, on doit s'intéresser à son ravitaillement? J'imagine que ça, c'est pas forcément la bonne stratégie. Le plus tôt sera le mieux. Honnêtement, il y a vraiment des bénéfices à intégrer des glucides assez rapidement pour justement entraîner nos intestins à réussir à absorber toute cette quantité de glucides et d'y aller vraiment de manière progressive, régulière, pour garder en fait un confort digestif le plus longtemps possible. Du coup, Marie-Aurélien, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un peu ensemble comment on peut adapter son alimentation à la durée, à l'intensité, mais aussi à sa propre tolérance digestive, parce qu'on va voir que c'est quand même un sujet. On va pas se mentir, la théorie, évidemment, c'est une chose, mais parfois sur le terrain, avec l'estomac qui fait des siennes, c'est aussi notre histoire. Donc, je pense qu'on va essayer de corréler les deux avec toi, plus la théorie, et toi, avec Aurélien, la pratique. D'ailleurs, Aurélien, toi, par exemple, sur une course comme l'UTMB, tu sais à peu près à combien de glucides tu dois consommer par heure sur une course aussi longue? J'imagine que c'est des questions que tu as dû te poser, toi. Ouais, bien sûr. Alors sur l'UTMB, sur le Diagonale des Fous, ce que j'ai fait sur les dernières années, plutôt que de me dire je vais consommer tant, j'ai essayé de faire le constat déjà sur des courses de 80 km comme un Maxi Race que j'ai fait 3 fois de suite. Je l'ai fait chaque année. J'ai fait mon plan de course en prenant sur moi environ 80 grammes de glucides par heure. J'avais pas tout mangé. J'ai fait le calcul après coup et je sais que j'avais fait le constat que je tournais à 65-70 grammes par heure et ça passait très bien, pas de souci. Je m'entraînais beaucoup à ces doses-là, donc 60-70 grammes. Et du coup, quand je passe sur une distance comme l'UTMB, j'essaie de garder à peu près ces ratios-là. En début de course, parfois, je suis un tout petit peu plus bas. Ça peut être la première heure, les 2 premières heures à 45-50 grammes parce que j'ai des stocks de glycogène, comme Marie en parlait, qui sont encore remplis. J'ai pas forcément besoin d'autant. Mais une fois que les stocks sont vides, ils sont rapidement vides au bout de 2 heures. De toute façon, là, je vais rapidement passer à 60-70 grammes de glucides par heure et j'essaie de tenir ça sur la distance. Il y a des fluctuations, c'est-à-dire à un moment, peut-être qu'il y a une heure de temps, je vais prendre que entre guillemets 50 grammes et à un autre moment, je vais avoir vraiment besoin de sucre, je vais prendre un gros coca, ça va faire vite d'un coup 40 grammes d'un coup, plus un gel dans la demi-heure qui suit et ça peut vite monter à 80-90 grammes par heure. Mais je suis pas un athlète qui consomme du 100-120 grammes comme on peut l'entendre dire chez certains. Je suis plus sur des doses entre 60 et 80 grand max. Une fois, j'ai fait le constat que sur un 50 km au trait du Nivelles-Revard, c'était une course de 5 heures, j'avais consommé 100 grammes. J'ai fait ce constat-là aussi après la course, mais c'est la seule fois. Sinon, sur des durées sur des durées plus longues et du coup une intensité qui est un petit peu moindre, je suis sur des doses de 60-80. 60, c'est vite tolérable pour notre intestin si on l'a habitué un petit peu, et 80, il faut s'habituer un petit peu plus quand même. C'est intéressant parce que c'est vrai que le chiffre qu'on entend souvent, c'est il faut consommer entre 40 et 60 grammes de glucides par heure. Tu vas nous dire si c'est une bonne recommandation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit certains coureurs, même des amateurs, qui vont jusqu'à 90 grammes, 120, même 150 grammes. J'ai vu chez certains athlètes professionnels. Il y a peut-être même une petite compétition, j'ai l'impression, des fois, à qui va pouvoir consommer le plus de glucides. Marie, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui détermine ce besoin en fait? Un athlète, il doit se baser sur quoi pour justement savoir combien il doit consommer de glucides par heure? Est-ce que c'est justement la durée de l'effort, l'intensité, les deux, comme tu disais tout à l'heure? Voilà, parce que finalement, c'est un chiffre qu'on entend, mais est-ce qu'il est vraiment adapté à ses propres besoins? Alors effectivement, il y a les deux composantes qui vont rentrer en ligne de compte. La durée, dans le sens où, comme je le disais, on a différents substrats énergétiques, à la fois les glucides, les lipides. Donc on va pouvoir adapter sur des efforts très longs, il va y avoir parfois un peu de lipides qui peuvent être intégrés. Et surtout l'intensité, où en fait ça va conditionner l'épuisement de nos réserves de glycogène. La littérature scientifique, elle montre que le corps est en capacité d'oxyder 1 gramme de glucose par minute, ce qui représente effectivement les fameux 60 grammes de glucose par heure. Donc ça, c'est la théorie qui permet donc d'avoir un bon confort digestif. Pour ce qui est du fructose, on est aux alentours on peut rajouter l'équivalent de 30 grammes. C'est pour ça qu'on a souvent la fourchette des 60 à 90 grammes de glucides par heure d'effort qui sera mis en avant. Encore une fois, c'est de l'entraînement. Préférable de démarrer presque à 30 grammes pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude d'en consommer et de monter progressivement pour atteindre ces fameux 60 grammes,
pourquoi pas 90. Au plus on va avoir de glucides, au plus on a d'énergie, mais au plus la vidange gastrique, donc le temps de digestion, va être ralenti aussi. Ça, faut l'avoir en tête. Parce que c'est vraiment l'enjeu, c'est de se dire, c'est ça, quand on entend 150 grammes de glucides parfois chez un athlète, plus on va consommer de glucides, plus on a potentiellement d'énergie. Mais j'imagine qu'il y a quand même une limite à cette logique-là. Il va y avoir une limite. Effectivement, avec l'entraînement, on remarque qu'au niveau physiologique, on peut créer de nouveaux récepteurs aux glucides et notamment au glucose et au fructose qui ont des récepteurs différents. Et donc, c'est vraiment l'entraînement qui va aider à développer ça. Mais effectivement, au bout d'un moment, l'organisme il va saturer et plus ne signifiera pas nécessairement mieux. Il faut trouver le bon dosage propre à chacun. Et justement, si on veut personnaliser un peu au milligramme ses besoins, ses ravitaillements, voilà, tous ces besoins énergétiques en course, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des méthodes, peut-être des méthodes et surtout des moyens, des outils qu'on peut utiliser, ou c'est basé uniquement sur des petits calculs qu'on fait en comptant sur les doigts ? Alors, oui, savoir compter, c'est important, mais effectivement, comme je le disais, la littérature scientifique, elle donne vraiment ce chiffre-là qui est aux alentours des... Jusqu'à 2 heures d'effort, on peut être entre 30 à 60 grammes de glucides. Au-delà de 2 heures, on va être plutôt dans la fourchette des 60 à 90 grammes. Et après, ça dépend effectivement de la tolérance digestive de chacun, donc à tester bien évidemment sur le terrain. Aurélien, toi, tu t'es déjà appuyé sur des tests en labo, comme des tests d'oxydation des glucides, des bilans de composition corporelle. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal aussi sur le métabolisme. Je sais qu'il existe pas mal de tests où tu t'appuies plus sur ton expérience du terrain. Ouais, non, sur la nutrition, je n'ai jamais fait de test. Ça serait peut-être intéressant. Je l'ai vu certains coureurs le faire. Pour le coup, ouais, c'est vrai que j'ai la chance de courir depuis maintenant plus de 12 ans, je crois. Et c'est vrai que je me base beaucoup sur mon expérience. Et même encore aujourd'hui, des fois, je pars avec 80-90 grammes sur moi par heure. Et des fois, je ne les consomme pas totalement parce que j'en ressens pas le besoin. Et je m'écoute vraiment beaucoup au ressenti. Et comme je disais, ça peut, sur une heure de temps, j'en sais rien, la 5e heure, si j'ai énormément faim à ce moment-là ou besoin de sucre, je ne m'interdis pas à prendre beaucoup plus d'un coup. Ça peut être un gros coca, presque, ça peut être 400 millilitres de coca d'un coup, et ça va faire tout de suite du 40 grammes, plus un autre gel à côté de 30 grammes, et plus une compote, j'en sais rien. On approche vite les 100 grammes. Et ouais, vraiment, je m'écoute, et c'est parce qu'il y a une expérience qui s'est faite au fil des années autour de ça. Marie, tu penses quoi, toi, de ces tests-là ? Est-ce on est plus dans le gadget, ou c'est quand même intéressant parce qu'on sait qu'il y a quand même à boire et à manger dans ce genre de choses ? Effectivement, il y a un peu de tout. Je pense que l'expérience d'Aurélien, elle est intéressante de tester sur le terrain, déjà de voir de son côté en comparant les marques, les goûts, les textures, les dosages, et voir comment le corps réagit. Donc je pense que c'est bien de faire ce fameux test and learn, d'essayer sur le terrain, voir comment on se sent, quitte à avoir un petit carnet de suivi. Ouais, c'est ça concrètement dans la pratique. noter, comment est-ce qu'on peut, comment tu peins là, parce que suffit pas, c'est un peu aussi, c'est en fonction de la situation du jour, mais ce qu'on a mangé la veille, comment on se sent, la séance, tu vois, il y a plein de paramètres qui rentrent. Du coup, comment on peut vraiment, entre guillemets, s'entraîner à mesurer ses besoins. Je pense que d'avoir au même titre que le carnet d'entraînement, mais d'avoir un petit carnet de suivi, noté, ok, sur telle sortie, je vais consommer finalement tant de glucides, d'arriver à le calculer, parce que des fois, quand on pose la question, et moi je le vois en consultation, les sportifs n'ont pas toujours en tête, connaissent pas forcément les apports glucidiques consommés, et c'est plus a posteriori qu'ils le réalisent. Donc effectivement, de noter, et peut-être d'évaluer le niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10, d'évaluer aussi le confort digestif, derrière la récupération, comment on se sent sur l'après-séance, est-ce qu'il y a des fringales, des coups de fatigue, ou comment on est, en fait, vraiment traquer ces indicateurs-là pour essayer d'être le plus précis derrière sur les apports nutritionnels. Quoi qu'il arrive, quand on dépasse les 60 grammes de glucides par heure, on s'entraîne à l'entraînement, on prépare son corps. Ça met combien de temps d'ailleurs, ce type de préparation ? Il faut compter quand même plusieurs semaines. On peut démarrer, par exemple, dans le cas où une personne n'a jamais consommé de glucides, on démarre, comme je le disais, aux alentours des 30 grammes, et on va augmenter progressivement toutes les semaines de 10 à 15 grammes les apports en glucides, mais de manière, encore une fois, très progressive. Donc oui, il faut quand même compter plusieurs semaines et mois. C'est pour ça qu'au plus tôt on s'y prend, donc si on commence mieux au mois de c'est. mars, pour le marathon d'avril, c'est pas l'idéal. C'est un peu short, oui.
Concrètement, si on les supporte pas, qu'est-ce qui se passe? Enfin, quel signe on doit être vigilant sur? Comme on l'a dit, les fameux troubles digestifs, le corps, s'il tolère pas quelque chose, il se fait très vite entendre et il se manifeste assez rapidement. Donc souvent, un produit qui n'est pas passé, on le teste une fois, mais on n'y reviendra pas 2 fois. Donc c'est ça aussi qui permet de faire ses choix par la suite. Toi, Aurélien, en fonction des marques, tu as vraiment vu des différences? Il y a des gels que tu supportes et d'autres pas du tout. Ouais, concrètement, et c'est souvent le goût et la texture. L'un et l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Certains goûts, des fois j'ai essayé du chocolat et puis c'était trop sucré, donc non, on revient à quelque chose de plus neutre, des textures qui se digèrent bien. Donc il faut vraiment trouver, comme Marie disait, sa formule et comment s'entraîner à ça. Tout à l'heure vous discutiez de ça, moi j'ai fait souvent ce que Marie disait un peu avec un carnet, en fait, c'est que sur des sorties, je partais avec plein de nourriture sur moi et puis je consommais suffisamment pour me sentir bien tout le long de la sortie, pour pas avoir de problème de ventre, et j'essayais de consommer pas le maximum, mais voilà, toujours dès que j'avais un besoin d'énergie, je prenais un gel, je buvais de la boisson, et après la sortie, je regardais, je calculais combien j'ai consommé, et j'arrivais souvent sur 60-70 grammes. Donc voilà, je suis parti sur ce constat-là de consommer ça sur les courses, et non pas à passer à 100-120 grammes du jour au lendemain sur une course. Voilà. Je savais qu'à 60-70 ça passait bien, donc c'est ce que je fais sur les courses, quoi. Ouais, c'est pas non plus. Ça reste quand même raisonnable. Finalement, ça reste oui, raisonnable de ce que peut avoir un coureur amateur. Il n'y a pas forcément plus de besoin. Toi, t'es pas partisan de la stratégie de te gaver de glucides, quoi. Non, alors après, j'ai quand même, je suis sur le format quand même ultra depuis quelques années, depuis 3-4 ans, donc je suis pas Même sur on voit des ultra trailers qui consomment. Oui, c'est vrai. Et ouais, pour le coup, non, je suis pas de ceux qui consomment 100 grammes par heure ou plus. Ouais, le maximum, je vais monter à 80, 90 maximum, peut-être sur une heure de course, quoi. Mais je suis plutôt voilà, j'assure le coup, on va dire, Ouais. 60-70 grammes. Bon, c'est pas plus mal. On voit aussi pas mal, tu en parlais tout à l'heure, Marie, mais on voit aussi pas mal de produits qui misent maintenant sur des mélanges glucose, fructose, tu vois, avec l'idée que ça permettrait, ce qu'on dit, une meilleure absorption aussi des glucides pendant l'effort. C'est quoi ton avis par rapport à, voilà, sur ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant, notamment pour un marathonien peut-être, ou c'est survendu? Non, c'est hyper intéressant puisqu'effectivement, on a 2 récepteurs différents entre le glucose d'un côté et le fructose de l'autre. Donc, ça permet vraiment de maximiser l'apport énergétique et d'avoir en fait deux sources d'énergie qui viennent se compléter. Par contre, le point de vigilance, effectivement, les glucoses sont mieux tolérés que le fructose, qui pourrait être un peu plus à risque au niveau digestif. C'est pour ça que généralement, on essaie d'être sur un ratio 2-1, donc 2 fois plus de glucose que de fructose. Donc ce que je disais, par exemple 60 grammes de glucose et 30 grammes de fructose pour vraiment veiller à garder un confort digestif. Aurélien, toi, si tu as un petit peu un top 3 des produits que tu utilises le plus, ce serait lesquels en course? C'est vraiment tes incontournables. La boisson, déjà, premièrement, parce que ça permet d'avoir vraiment une énergie qui est constante. Je me suis maintenant habitué à boire que de la boisson ou de la boisson dans une flasque et des électrolytes dans l'autre. Le deuxième, ça va être le gel, parce que voilà, c'est ce qui passe le mieux aujourd'hui avec la nouvelle texture du gel de NutriPure. Voilà, on sait que au niveau gastrique, je suis tranquille, le goût est neutre, c'est facile. Et le troisième, je dirais les électrolytes, pardon. Ça permet d'avoir de couper le côté eau plate. Du coup, je bois plus d'eau plate maintenant sur les courses. Même une course où il fait pas très chaud, du moment qu'elle passe plusieurs heures de course, je vais mettre dans la deuxième flasque des électrolytes avec l'eau. Donc voilà, trois éléments, c'est la boisson, le gel et les électrolytes. Alors, j'aimerais justement vous partager une petite étude que j'ai trouvée, qui a été réalisée en 2019 sur l'UTMB et la TDS, et qui s'intéressait justement aux facteurs prédictifs d'abandon des coureurs. Donc vraiment, on s'est dit, tiens, on va aller regarder un peu tous les coureurs qui ont abandonné une course, et on va voir s'il n'y a pas des patterns, des choses qu'on retrouve un peu sur les uns et les autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a montré, cette étude, que dans la deuxième moitié de course, 1/3 des coureurs s'alimentaient seulement toutes les 2 heures ou plus. Voilà, c'est 1/3, hein, c'est quand même beaucoup. Marie, toi qui accompagnes des athlètes, que ce soit amateurs ou professionnels, comment t'expliques ce phénomène? Est-ce qu'il y a aussi peut-être une question de fatigue, une question de perte d'appétit, ou peut-être c'est juste une mauvaise planification? Est-ce que tu es surpris déjà par ces chiffres-là? Pas vraiment surprise, parce que je pense que c'est vraiment difficile d'avoir une alimentation qui est régulière
et bien timé sur des courses. Après, effectivement, ça met vraiment en avant le fait qu'avec l'avancée dans la compétition, on a la difficulté à être vraiment régulier sur cette prise-là. Donc effectivement, tu parlais de fatigue, moins on va s'alimenter, au plus on va ressentir la fatigue aussi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'effort, le type digestif, il est mis sur pause, il est vraiment au repos. Donc c'est compliqué de garder des grammages de glucides, ce dont on parlait jusqu'à présent, assez élevé et d'être régulier. Puis on perd aussi un peu en lucidité. Pour le coup, on est sur des temps de course qui sont extrêmement longs. Donc parfois, il y a la stratégie sur la montre de timer vraiment de manière régulière pour faire en sorte de terminer sa course et dans les meilleures conditions possibles. Aurélien, toi, ça t'arrive de plus avoir envie de t'alimenter? Est-ce que c'est des choses où tu es passé par là, notamment sur les fins de course, d'avoir un peu des blocages? Est-ce que c'est des trucs que tu as réglés? Enfin, comment tu gères tout ça? J'ai connu des moments où j'avais plus envie de manger, en effet. Après, j'ai eu la chance de toujours pu réussir à m'alimenter à un moment donné quand même. J'ai jamais fait d'abandon à cause de troubles gastriques. Et voilà, par moment, sur la course, c'est vrai qu'on a moins envie. Du coup, faut attendre. Et c'est pour ça qu'il faut s'être entraîné. C'est d'où l'intérêt vraiment de s'entraîner à consommer suffisamment de glucides à l'entraînement, parce qu'il y a un moment où ça va revenir à la fin de toute manière et il faut être capable à ce moment-là de remanger suffisamment. Mais c'est encore une fois, c'est l'expérience qui prédomine au bout d'un moment. Faut s'être entraîné et après pratiquer plusieurs courses, des courses de préparation, s'entraîner à s'habituer à l'alimentation et pour arriver le jour J. Ça t'arrive encore sur des courses de te dire non, je peux rien manger, j'ai pas envie. Alors plus ta tête, plus maintenant. Non, vraiment là, maintenant aujourd'hui avec les produits avec lesquels je travaille, j'arrive à avoir une alimentation qui est quasiment stable toute la course. Alors, il y a des moments forcément on a un peu moins envie que d'autres, hein, mais j'arrive maintenant à manger tout le long de la course. Les derniers ultras que j'ai fait, la Diagonale des Fous notamment, j'ai été vraiment constant du début à la fin, sans souci. Est-ce qu'il y a un moment où c'est critique, Marie, de plus s'alimenter parce que c'est vrai que sur les ultras, on le dit à la fin de course, mais il y a aussi vers le 30e kilomètre sur marathon où clairement, c'est pas trop la priorité, quoi. Est-ce que il y a des moments où vraiment il faut faire gaffe parce que c'est souvent ce qu'on dit, c'est que quand on a le moins envie, qu'on a le plus besoin. Est-ce que ça marche aussi là, dans ce cas-là? Complètement, et je pense que c'est important d'avoir une stratégie nutritionnelle qui est mise en place dès la première demi-heure de course pour être vraiment régulier et pas attendre justement cette sensation de faim qui se manifeste, qui généralement est trop tard et compliqué derrière à remonter au niveau de l'énergie et de l'apport. Alors, justement, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe un peu plus à du concret. Marie, j'aimerais bien qu'on voit un peu un profil de coureur avec un profil type de course aussi. Imagine un athlète amateur qui vise un record personnel sur 10 km par exemple, donc une course quand même plutôt rapide où il va être très engagé. Là, clairement pour lui, pas forcément pertinent de s'alimenter sur ce type d'effort. Si je reviens à ce que tu nous as dit tout à l'heure en introduction. Sur le 10 km, non, honnêtement, les réserves de glycogène seront suffisantes. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'avoir quand même une surcharge glucidique en amont la veille, exactement, de bien charger avec une alimentation hyper glucidique, très digeste et très facilement assimilable. Pourquoi pas d'avoir une boisson d'attente en fonction de l'heure à laquelle a lieu le départ. Si vraiment, en fonction du timing, encore une fois, on peut prendre un gel 2-3 minutes avant le début de la course pour se rassurer aussi et être sûr d'avoir le maximum d'énergie possible. Mais en tout cas, pendant la compétition... Pas besoin de se prendre la tête. Même l'hydratation? Certains prennent des flasques. Après, il y a des ravitaux aussi. Ça dépend de l'enjeu. Sur le 10 km, il y en a qui cherchent s'il met 30 minutes, je pense qu'il y a pas besoin de voir. D'autres un peu plus l'heure. Donc, ça dépend du profil. Il n'y a pas à se prendre la tête, juste à bien manger sur un 10 km. On fait un petit surcharge glucidique la veille et ça passe tout seul. Ok. Sur semi-marathon, est-ce que là, la stratégie, elle change radicalement que sur un 10 km? Alors radicalement, oui et non, il y a toujours cette mise en place de surcharge glucidique en amont et effectivement on va être au-delà d'une heure 30 sur des temps moyens, on est plutôt aux alentours des 1h40 à 2h il me semble entre les hommes et les femmes. Donc là ça fait sens effectivement d'avoir un apport en glucides régulier au travers d'une boisson qui pourra apporter aux alentours des 30 grammes de glucides, complété avec un gel pour viser ces fameux 60 grammes de glucides par heure d'effort. Donc là, c'est juste le glucide, on ne se prend pas trop la tête. Évidemment, après l'hydratation, tu recommandes toutes les 10-15 minutes, essayer d'être vraiment régulier sur la prise, des petites gorgées vraiment fractionnées. Alors,
évidemment, aujourd'hui, on est à moins de 24 heures du marathon du Schneider Electric Marathon de Paris. Donc, on va évidemment se concentrer un peu sur cette distance mythique. On le sait tous, les 42 km 195 elles peuvent se transformer en enfer pour certains si le ravitaillement n'est pas adéquat. On va essayer de donner justement à nos auditeurs et auditrices une stratégie un peu plus claire, concrète, justement adaptée aux marathoniens amateurs et aussi à ceux à la recherche de performance. Pour commencer, est-ce que vous, tous les deux, vous avez déjà une idée du nombre de calories que brûle un marathonien sur un 42 km sur la course? Voilà, demain, là, les gens, à votre avis, ils vont brûler combien de calories après leur course? Ça dépend, celui qui met 2 heures ou celui qui met. Allez, en moyenne, on va dire en moyenne. Ah, en moyenne, je vais à côté du. On peut avoir une fourchette large, pas besoin de. 800 calories par heure, on va dire 800, s'il met 3 heures. Je veux dire 2500 calories. 2500 Ouais. Moi, j'étais sur du 700 cal à peu près par heure. Donc, oui, entre 2000 et 3000, facile, peut-être. Ouais, bah vous êtes vraiment. Vous avez visé juste parce que c'est entre 2500 et 3000 kilocalories par marathon. Donc, c'est pas mal quand même. C'est quasiment, c'est même plus pour une femme que les records recommandés. Pour un homme, c'est même un petit peu plus. Donc, c'est quasiment une journée de nutriments. Donc, on voit quand même l'enjeu qu'il y a autour de cette course. Donc, voilà, Marie, du coup. Voilà, là, avec déjà ce qu'on s'est dit, 3000, entre 2500 et 3000 calories brûlées sur un marathon. Quelqu'un qui s'alimente correctement, qui ne s'alimente pas suffisamment. Voilà, je reprends mon exemple tout à l'heure, mais c'est quand même le cas, je pense, de beaucoup de gens qui vont courir demain. C'est-à-dire, allez, ils ont mis un petit gel dans leur ceinture, allez, 2 gels s'ils ont été généreux, ils vont le prendre, mais la moitié, ils vont le balancer. Après, ils vont un petit peu le reprendre à la fin, ils vont aller chercher une banane et tout. Voilà, c'est quand même beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Là, concrètement, est-ce qu'on peut performer si on est sur cette logique-là? Sans glucides, sans apport régulier et sur marathon, honnêtement, au 30e, on risque de le sentir. Et le fameux mur du marathon, mais si on est existe. habitué, si on court comme ça. Parce que moi, je me souviens j'étais pas né, mais il y a Alain Limoun, champion olympique du marathon je crois qu'on est en Australie. Okay. Il s'est pas alimenté, il a pas bu pendant tout le marathon. Il aurait pu le faire plus vite, je pense. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, c'est encore des fois les exemples un peu. Si on parle de performance, voilà. Un peu, mais c'est vrai qu'à l'ancienne, on disait, là, faut pas boire, ça alourdit. Tu vois, il y a quand même, dans les années 60-70, il y avait beaucoup d'athlètes qui ravitaillaient pas. Et ça, clairement, c'était pour ça aussi qu'on allait moins vite, quoi. C'est en ça que ça a évolué aujourd'hui, en fait. Je pense beaucoup, on le voit dans tous les sports, le cyclisme, la course à pied sur route, le trail, et maintenant, là, on a cette notion de grammage de glucides, d'apport d'énergie constant, et c'est en ça que les performances s'améliorent aussi. Il n'y a pas que les progrès matériels qui jouent dans la performance. Et toi, justement, alors un marathon pour toi, c'est presque une sortie longue, Aurélien. Tu ravitailles justement, quand tu en entraînement, quand tu fais des sorties de 30, de 4 heures, est-ce que ça t'arrive de ravitailler? En fait, maintenant, je me ravitaille, comme disait Marie, et dès le moment où je fais une sortie de 1h30, mais même parfois quand je pars faire 1h15, même 1h30 max, selon quel moment de la journée, si c'est en fin de journée, j'ai pas fait un goûter dans l'après-midi, mon dernier repas il date 5 heures avant, je vais partir avec ma flasque avec de boissons, ça sera que entre guillemets 30-35 grammes de glucides, mais comme ça j'ai un apport d'énergie et je fais quasiment pas d'entraînement qu'avec de l'eau, hormis peut-être un petit footing, et du coup dès que je vais faire une sortie longue, là je pars tout de suite, et maintenant je fais aucune sortie à moins de 40 grammes de glucides, même si l'intensité est très faible. Je suis rapidement à 50-60 grammes, et sur certaines sorties je vais essayer de m'habituer un peu plus à 60-80 grammes de glucides par heure. Marie, concrètement, dans un plan de ravitaillement un peu type, on met quoi? Imagine un coureur qui vise aller entre 3h30 et 4h sur le marathon. Quel type d'apport, quelle fréquence, quelle forme? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller vraiment? Alors, la priorité sera donnée à la boisson d'effort, comme Aurélien il disait tout à l'heure. C'est le fait que ça soit sous une forme liquide sera beaucoup mieux toléré et digéré par l'organisme. Donc, je pense priorité à la boisson sur des dosages. Si on reste sur la fourchette des 60 à 90, la boisson, on peut la doser aux alentours des 30-40 grammes. Et après, venir compléter avec des gels si ça a été testé aux entraînements, si c'est bien toléré, bien reçu. Donc l'hydratation, on est toutes les 10-15 minutes, comme je le disais, et le gel toutes les 30, 40, 45 minutes en fonction de l'objectif de temps aussi. On l'adapte, mais on va être sur 1 à grand max, 2 gels sur l'heure, et plus la boisson pour tendre sur les 60 à 90. La stratégie d'avoir des barres, des mastications, ça va être vraiment compliqué sur la course à pied avec les impacts.
presque impossible, je dirais. Donc, boissons, gel, compotes énergétiques aussi très intéressants qui peuvent facilement passer. Donc, c'est ce vers quoi il faut tendre, sous réserve de l'avoir testé à l'entraînement en amont. Après, il y a toute la question de la logistique parce qu'il faut les porter, Ouais. il faut les trimballer, ce qui n'est pas forcément très très évident. Bien sûr. Mais bon, voilà, ça c'est aussi chacun a ses petites astuces. Un coureur qui veut pas s'embêter justement avec tous ces gels et tout et qui voudrait uniquement faire avec les ravitaillements de course. Est-ce que c'est possible et que c'est optimisé réellement, hein, on va dire vraiment avec toutes les considérations qu'on met de côté, mais vraiment, est-ce que tu peux largement t'en sortir avec ce que tu trouves sur les ravitaux de course? Le risque, c'est de tester de nouvelles marques, de nouveaux produits le jour J. Et ça, c'est vraiment une prise de risque. Donc, à la rigueur, si on connaît le partenaire officiel de la nutrition sur cette course-là et qu'on a pu l'intégrer sur les entraînements, pourquoi pas miser sur le ravito, mais je pense que la meilleure stratégie, c'est plutôt le ravitaillement personnel, de compter sur soi, de savoir exactement la stratégie à mettre en place, les apports, à quel moment, quelle quantité. Idéalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les moments clés, on dit souvent qu'il faut ravitailler tous les 5 km. Toi, c'est plus en durée que tu dirais? Moi, je dirais plus en durée parce qu'encore une fois, en fonction de la vitesse de l'athlète ou du sportif, le 5 km, il peut aller du simple au double. Donc, je suis plus d'avis de partir sur une fourchette entre toutes les 30-45 minutes, d'avoir un apport en énergie pour être vraiment régulier. Mais voilà, c'est plus cette fourchette-là. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai on entend souvent cette recommandation des 5 km, mais c'est vrai qu'en fonction de qui on est, c'est hyper variable. Alors, justement, chez NutriPure, donc la marque de nutrition sportive à laquelle tu travailles, vous avez sorti un nouveau gel, gel de 30 grammes de glucides, je crois, donc voilà, solide carb. Alors, vous le présentez là sur le salon du running, c'est ça? Exactement. Je vais l'ouvrir en même temps que tu nous présentes un petit peu. Alors, l'exclusivité donc, sur le salon, où on offre en fait des échantillons. Le gel sortira très prochainement au mois de mai. Et l'avantage, c'est qu'on est sur un goût neutre. Comme tu l'as dit, 30 grammes de glucides qui respectent un ratio glucose-fructose de 2 pour 1. Donc, le goût neutre est vraiment apprécié. Et le fait aussi qu'on soit sur quand même une texture qui est assez compacte. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au plus on densifiait la texture, au moins le goût était sucré. Donc, c'est vraiment pour cette raison qu'on est parti sur cette formulation-là. Et ça a mis près de 2 ans à être développé en interne. Donc, gros travail fait par la R&D et par le marketing aussi. Ça passe bien au petit-déj. Hein. Ouais, moi je vais pas t'en prendre parce que c'est quand même très sucré. Donc, il faut faire attention. Là, pour la journée, t'es bien. Mais oui, effectivement, le goût, il est assez surprenant. Il est très neutre. Alors, c'est vrai que même l'absorption, ça passe tout seul, quoi. C'est vrai que on a bien changé sur les goûts, des fois un peu. C'est ça le risque quand il y a trop de goût, c'est que les goûts changent aussi avec l'effort, la perception. Donc, c'est pour ça qu'on en veut moins. Toi, tu l'as goûté un peu ce gel? Qu'est-ce que Ouais. Je l'ai goûté là depuis plus d'un mois maintenant aux entraînements. Et en effet, les goûts, on a tout. On peut passer du chocolat aux fruits rouges, aux pommes, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'au bout de 5-6 heures, des fois, on n'a plus trop envie de manger quelque chose qui a du goût. Et avec ce goût neutre, en fait, on est tranquille de ce côté-là. Et comme Marie disait, la grosse plus-value de gel, c'est quand même la texture. Cette texture semi-molle, semi-dure un peu. Et ça permet ce côté un petit peu mastication finalement quand on l'a dans la bouche. Et en même temps, c'est très mou, très agréable. Et encore une fois, comme disait Marie, on n'a pas ce sentiment d'avoir 30 grammes de glucides. Et finalement, c'est la solution de facilité pour absorber 30 grammes rapidement. C'est vrai que le gel, ça se développe de plus en plus, même sur trail. Est-ce que tu penses que avant il y avait Ludovic Pommeret, on sait qu'il prenait beaucoup de gel, mais ça restait quand même très peu utilisé par les trailers et notamment les ultra-trailers. J'ai l'impression que ça commence à changer, on en voit de plus en plus. Est-ce que tu penses que ça va quand même s'imposer un peu comme ça s'est imposé sur la route? Ça s'impose, hein, clairement. Avant, on était toujours sur quand on est sur longue distance, faut manger des barres, c'est facile, l'intensité est faible, on a le temps de mâcher, mais non, en fait, ça devient compliqué, même à intensité basse, au bout de 5-6 heures de course, et encore plus quand on est à 15-20 heures de course, de mastiquer, de manger. Du coup, le gel est la solution de facilité, comme la boisson d'endurance, c'est vraiment un moyen de s'alimenter et d'avoir de l'énergie facilement.
il y a moins de problèmes de troubles digestifs avec les gels que si on. C'est vrai que sur trail, des fois, on voit il y a pas de fibre avec le jambon de pays, ce genre de choses et tout. Ouais, effectivement. Enfin, pardon si je t'ai coupé, mais par rapport au goût, la texture, il y a moins de problématiques. Après, ça reste un apport quand même conséquent. 30 grammes d'un coup, ça peut être bien de s'hydrater aussi un peu en parallèle. Mais en comparaison au bar ou autre, il y a beaucoup moins de problématiques et le gel passe généralement très bien. Alors, quelque chose qui est reproché aussi, c'est un peu le... Et là, il y a tout un débat, mais tu vas nous aider à y voir plus clair. C'est tout ce qui est l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire, en gros, on va prendre un gel et puis on va, en fin de course, le payer très cher ou à milieu de course, on va... Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur tout ça parce que, en fait, pendant l'effort, ça n'existe pas. Ouais, l'hypoglycémie réactionnelle, c'est un mythe. Un mythe, merci, c'est ce que je cherchais. Tout simplement parce qu'on a tellement de sécrétions, notamment au niveau de l'adrénaline, qui ne peut pas en fait produire d'hypoglycémie réactionnelle. Donc, on l'a après. N'ayez crainte. En tout cas, tu peux en avoir une, toi, avec le gel là, sur le plateau. Là, sur le plateau, il y a un risque. Non, mais j'ai pas abusé, j'ai pas forcé. J'ai vraiment fait juste une petite dégustation, j'ai pas forcé. C'est quand même, il y a combien, 120 calories. Bon, ça va, c'est pas non plus. C'est ça. Oui, mais par contre, moi, je te donne un exemple, mais j'ai déjà fait un peu de trail et tout sur des formats à 30 km. Après la course, par contre, j'étais en hypo, quoi. Est-ce que tu t'es passé manger peut-être? Oui, est-ce que tu t'es suffisamment alimenté pendant? Après, forcément, les réserves énergétiques, le glycogène, il est à plat. Il y a toute une stratégie de récupération post-effort où là, la nutrition va rentrer encore en ligne de compte. Donc, oui, mais vaut mieux. Après, effectivement, le pendant, il n'y aura pas de risque. De toute façon, sur une course, j'ai pas fait le calcul, mais on couvre jamais nos besoins énergétiques. De toute façon, en déficit, oui. On est complètement en déficit à la fin, et c'est pour ça qu'on a faim. Sauf si tu te gaves. Après, avec le comté et les saucissons sur les. Des fois, ça nous arrive de manger une petite tranche de jambon. Du poids après sa course, tu sais. Ouais, ça nous arrive de manger un peu du salé, justement pour ce côté salé, que ce soit avec du riz, mais souvent c'est minime parmi le nombre de ravitaillements qu'on a sur une course de longue distance. Donc on n'a pas à s'inquiéter de l'hypoglycémie réactionnelle, ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup c'est quand même mieux digéré parce que dans cette même étude que je citais tout à l'heure qui est réalisée à l'UTMB, à la TDS, sur les troubles digestifs, c'est la première cause d'abandon, loin devant la fatigue physique ou mentale ou même les barrières horaires. Ça fait plus de victimes que la barrière horaire, les troubles digestifs. 44% des abandons à l'UTMB, c'est lié à ces problèmes digestifs. Sur la TDS, 26%. Surprenant ou pas ces chiffres aujourd'hui, c'est-à-dire que quand même des gens qui font l'UTMB, il faut se qualifier. Aujourd'hui, c'est quand même des gens qui ont une certaine forme d'expérience. C'est des gens qui savent s'entraîner parce que il faut vraiment, il y a tout un système de qualification. Pourtant, on a encore un abandon sur deux, c'est encore lié à ça. Est-ce que ça te surprend ? Non, moi personnellement, ça me surprend pas parce que des erreurs nutritionnelles, il y en a encore beaucoup. Le fait d'avoir des ravitaux, parfois on sait pas vers quoi s'orienter et faire les meilleurs choix quand on perd un peu en lucidité, c'est pas toujours simple. Sur les courses que tu as citées, on est quand même sur des conditions aussi extrêmes en termes de durée, en termes de dénivelé, au niveau des températures, de l'altitude. Tout ça, c'est des facteurs aussi qui vont jouer en fait sur la digestion. Donc c'est pas étonnant, mais par contre c'est hyper intéressant de s'en servir justement comme learning et d'arriver à bien le préparer, en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour que ça n'arrive pas le jour J. Après il y a toujours les aléas de la course et je pense que peut-être que tu l'as expérimenté toi en tant que coureur. Ouais, souvent ce qui peut influencer, t'en as parlé, mais c'est les conditions climatiques, le froid et l'altitude. J'ai été confronté ça à la Hard Rock justement il y a 2 ans et pour le coup c'était une course à plus de 3300 mètres d'altitude en moyenne et ça change un peu la donne quand même. Quand tu passes sur les sommets à 4000 beaucoup de fois, l'alimentation c'est pas la même et là depuis ce jour-là, je pense que d'ailleurs je me suis vraiment focalisé uniquement sur l'alimentation liquide et semi-liquide parce que rien ne passait en solide. Enfin voilà, j'avais quand même quelques barres et j'en ai mangé je crois une de la course et du coup à la Réunion en fin d'année la même année, j'ai mangé une barre de toute la course et sinon j'ai fait que m'alimenter via des gels, compotes et de la boisson d'endurance. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu d'hydratation. On sait que c'est quand même stratégique, surtout sur marathon, sur les courses d'endurance. Dans cette même étude toujours, parce qu'elle est intéressante, d'ailleurs on vous la mettra en description de ce podcast, on apprend que la moitié des coureurs boivent moins de 500 ml par heure, ce qui peut sembler quand même peu sur longue distance. Concrètement,
Marie, quelle quantité il faut viser? Si on est un marathonien, aujourd'hui, on va courir le marathon demain, en termes d'eau, est-ce que tu peux nous rappeler les bonnes pratiques en termes de fréquence, en termes de quantité idéale qu'on doit viser? Au niveau de l'apport hydrique, donc on sera en moyenne entre 500 à 800 ml par heure d'effort. Encore une fois, ça se travaille et ça s'entraîne à l'entraînement. Donc l'hydratation, là on parle du pendant, mais elle est aussi très importante avant, puisqu'on parlait de la surcharge glucidique pour stocker nos réserves énergétiques, donc remplir les stocks de glycogène. Le corps utilise l'équivalent de près de 3 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glycogène. Donc il faut déjà avoir une stratégie donc, avant, pendant et après. 500, attends, parce que 500 à 800 millilitres par heure, c'est ça que tu nous dis? En fonction de la température, ouais, on en va fonction de la l'adapter. température. Alors avant, il y avait les petites bouteilles d'eau d'un célèbre sponsor sur les marathons de Paris, donc c'était 500, donc c'était quand même l'équivalent d'une bouteille d'eau. Là, c'est des gobelets. Les gobelets, je pense pas que ce sera des gobelets de 50 centilitres. Ouais, ça veut dire qu'il faut quand même faut aussi bien le fractionner et des prises toutes les 10-15 minutes, comme je le disais, vraiment régulières. Et essayer et on dit souvent que c'est dans les 5-10 km, les premiers kilomètres qui sont vraiment très importants pour boire. On peut éventuellement sur l'hydratation faire sauter la faim par rapport à la fin sur la fin de course, on peut évidemment sauter un petit peu l'hydratation, c'est ce qui se dit, versus la nutrition. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est vraiment le début de course c'est le plus important ou finalement tous les moments sont forts? Pour moi, le début de course est important dans le sens où on pose vraiment les bases. Après, tout le reste de la course est tout aussi important parce que au plus on va avancer, au plus il y a de la fatigue qui va s'accumuler et le fait d'être déshydraté, ça va jouer en fait, ça va augmenter la fréquence cardiaque notamment, donc peut-être plus compliqué de tenir les allures qu'on se sera fixées. Donc c'est important vraiment de préparer cette stratégie hydrique là en amont pour déjà avoir une source de stress en moins et être vraiment ok sur ce qu'on fait à quel moment et en quelle quantité. Et puis l'avant-course c'est aussi important d'arriver déjà bien hydraté les semaines avant, les jours avant. Là c'est important quoi. Aujourd'hui là par exemple les gens il faut qu'ils pensent à bien boire, voilà. Exactement, oui là ça se joue, la préparation elle est primordiale tant dans l'assiette que dans la gourde, de bien s'hydrater et de faire en sorte d'être le plus près possible. Ouais, effectivement, parce que quand on est déshydraté, finalement, le sang s'épaissit, le sang devient plus épais parce qu'il est moins fluide, il y a moins d'eau. C'est ça. Qui dit sang plus épais, ce qui veut dire que le cœur est obligé de battre plus pour envoyer le flux sanguin. Et donc, on augmente la fréquence cardiaque, tout simplement. Et souvent, d'ailleurs, des fois, on va courir, on a cette sensation de jambes lourdes après le travail, on a une journée de travail un peu stressante, on va courir, on n'est pas dedans, on a cette sensation de jambes lourdes et tout. Puis on se dit on est fatigué, mais non, c'est juste des fois on est juste déshydraté en fait. On va courir en étant déshydraté, et donc forcément les sensations sont pas bonnes. Et c'est pas lié que à la fatigue ou juste parce qu'on a passé une mauvaise journée. Souvent c'est souvent lié même à une déshydratation. Aurélien, toi, comment tu évalues un peu tes besoins hydriques? Est-ce que tu mesures, est-ce que tu sais aujourd'hui précisément combien tu bois de litres d'eau par jour? Est-ce que tu fais attention à ça? Dans la vie de tous les jours, non. Après, je suis quelqu'un qui boit beaucoup à l'effort. Ça, c'est un constat. Je suis plutôt aux alentours de 700-800 par heure. Ça va beaucoup dépendre de la température, mais tout de même, que ce soit sur des courses où il fasse, quand je fais un ultra, je suis vite à 700-800 millilitres d'eau. J'ai pas ce souci, je transpire beaucoup, donc j'essaye de compléter avec des apports hydriques très réguliers. Et souvent, ça m'arrive de manquer d'eau pas mal de fois à l'entraînement. Ça, c'est plutôt un souci d'ailleurs, et je ressens vite la différence ensuite au niveau des sensations. C'est horrible. Vaut mieux manquer de nourriture que manquer d'eau quand tu cours, parce que même la récupération, on récupère bien. Complètement. Tu récupères vachement moins exactement, bien. Souvent, ça vaut le coup, même surtout, je dis souvent ça aux coureurs sur route. Parce que vous, sur le trail, vous avez encore les sacs d'hydratation, vous avez vraiment cette culture-là de vraiment bien vous hydrater en courant. Mais quelqu'un qui va partir sur une sortie de 20 km, même si effectivement il n'en a pas le besoin, il ne va pas forcément parce qu'il a l'habitude, il a couru comme ça, mais pensez à la récupération. Parce que sur la récupération, vous allez beaucoup moins bien récupérer de cette séance, vos muscles et tout, les courbatures, là c'est un problème quoi. Complètement. Puis je pense que c'est intéressant de réaliser les pertes hydriques qui sont hyper importantes sur des sorties longues notamment. Et pour ça, il y a la stratégie qui est assez connue de la double pesée, exactement. Se peser entre l'avant et l'après-sortie et de multiplier par 1,5 fois 1,5, donc la perte. Typiquement, j'ai perdu 1 kg, je dois m'hydrater de 1,5 litre pour pallier à toutes les pertes. Alors, est-ce qu'il faut boire quand on n'a pas soif? Parce que je sais que voilà, ça refait un petit peu débat. Il y a des experts qui nous disent que finalement, non, ça sert à rien de boire quand on n'a pas soif.
Ton avis sur ça? C'est bien d'anticiper quand même la sensation de soif sans tomber dans l'excès, bien évidemment, mais de le fractionner de manière régulière et d'avoir un petit temps d'avance finalement la sensation de soif. En tout cas, là, je parle sur la journée au global. On va toujours l'anticiper, contrairement à la sensation de faim sur une journée où on va l'écouter et la respecter, les sensations alimentaires. Donc, on essaye de l'anticiper, mais ça ne sert à rien d'exagérer parce que c'est vrai qu'il y a certains athlètes, moi j'en connais, qui ont presque des tocs, quoi. Tu vois, ils ont toujours leur gourde, ils boivent des quantités d'eau, hein. C'est presque démesuré. Et là, ça peut être un problème aussi de se surhydrater. Oui, on peut avoir un risque de ce qu'on appelle l'hyponatrémie, où justement on a le sodium qui est trop dilué en fait au niveau sanguin, et ça peut engendrer d'autres problématiques. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès. Effectivement, il faut que ça reste quand même adapté. Sans parler de la récupération, parce que souvent si tu bois beaucoup, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes, et souvent les athlètes vont se réveiller la nuit parce qu'ils ont envie d'aller aux toilettes, ça arrive, et ça pour le coup, ce que tu vas gagner d'un côté, tu vas le perdre en sommeil. Enfin, je pense que... Ouais, ça peut arriver. Mais... ouais, non, je ne me réveille pas trop la nuit pour ça. Mais non, comme tu disais, c'est vraiment important de vraiment boire après les courses ou les entraînements, et boire, je pense, tu seras d'accord, mais des eaux qui sont avec des électrolytes, des minéraux. Du sodium, du bicarbonate. Il y a plein de marques d'eau minérale qui sont bien pour ça, et c'est vraiment important d'en boire en quantité suffisante, quoi. Alors, l'hyponatrémie, moi je tiens quand même aussi à mettre un petit... Alors oui, c'est un phénomène qui est dangereux. On a déjà vu des personnes qui ont eu des gros soucis de santé, voire même qui sont décédées. Après, on est quand même des grosses quantités d'eau. C'est souvent les gens, soit des coureurs très amateurs, qui vont un peu se gaver d'eau. On parle de 5-6 litres des fois. Et ça peut aussi arriver où il y a des coureurs qui... et c'est d'ailleurs pour ça où il y a eu beaucoup de prévention, et c'est tant mieux. Mais aussi sur l'assistance, par exemple, il y a des gens qui vont boire quand même pas mal d'eau, qui vont faire un petit malaise par rapport à ça. Et en fait, l'assistance va arriver. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre sous perf par habitude, en fait. C'est en gros, on a l'habitude de se dire ils sont en train de mettre sous perf. Et donc les gens, en fait, non, ils ont fait un malaise parce qu'ils étaient trop hydratés. On va les remettre sur perf. Et là, du coup, il y a eu un décès à cause de ça. Donc ça reste vraiment. Et du coup, ils ont sensibilisé les gens, attention à vérifier qu'ils soient vraiment déshydratés avant mécaniquement les mettre sous perf. C'est sous perf. Mais ça reste quand même, on va dire, il y a quand même plus de risques d'être déshydraté que de se surhydrater. Parce que souvent, on voit des gens maintenant qui, au contraire, vont vraiment limiter en ayant peur. Parce que c'est toujours pareil, dès qu'on donne des conseils, c'est toujours les effets pervers, quoi. Oui, ça reste exceptionnel, je pense. C'est ça, la déshydratation, c'est quand même bien plus courant que la surhydratation. Ah, mais comme nous, les créateurs de contenu, des fois, on aime bien. J'ai vu plein de réels de trucs, attention. Du coup, les gens, ils sont un peu perdus, donc je préfère redire en expliquant, attention, ça reste un phénomène très très rare. Et la plupart des gens, se sous-hydratent que se surhydratent. Alors justement, on va rester un petit peu dans les idées reçues. Ce que je vous propose pour terminer ce podcast, c'est de faire un petit vrai du faux. Voilà, donc je vais vous donner une affirmation, quelque chose qu'on entend quand même pas mal, et puis vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que ça vous dit de faire ce petit jeu Bien sûr. Ok, allons-y. Vrai ou faux, après, au-delà des 2 heures d'effort, on ne peut plus performer sans glucides? Pour moi, c'est vrai au vu de ce qu'on vient de dire. Les glucides, ils sont indispensables au-delà de 2 heures. Oui, c'est vrai. Alors, c'est aussi un petit récap de tout ce qu'on s'est dit, parce que voilà, la pédagogie passe aussi par la répétition. Alors, vrai ou faux, mieux vaut boire des petites gorgées régulièrement que des grandes quantités plus espacées? Parce que là, avec les verres d'eau, c'est un peu le risque qu'on va avoir. Oui. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Parce qu'on peut pas les garder sur soi, comparément à aller aux bouteilles, quoi. Même d'un point de vue global, de toute façon, même sur des longues distances, quand on a un sac avec des flasques, il vaut mieux boire régulièrement que boire un coup sa flasque de 500 ml, parce qu'il va y avoir ce problème de digestion, enfin pas digestion, mais ce ballonnement aussi au niveau gastrique qui va survenir. Vrai ou faux, une alimentation solide est toujours plus préférable à du liquide? Faux, du coup, avec tout ce qu'on vient de se dire, mieux vaut privilégier la boisson, les gels, les compotes, des choses beaucoup plus digestes, faciles d'absorption, contrairement au solide où il y aura de la mastication et donc un risque plus élevé de troubles. Vrai ou faux, les boissons sucrées donnent plus de troubles digestifs que les gels? Les boissons sucrées non, et puis dans l'autre sens, non, pas spécialement, non. Non, tu dis? Moi non plus, je dis non, que c'est faux, parce que du coup, la forme liquide, elle est mieux absorbée. Moi, je le place en numéro 1, la boisson par rapport au gel. Exactement. Vrai ou faux, il n'y a aucun intérêt à ravitailler salé sur marathon? Tout dépend du temps de course de personne. Mais non, je dirais oui, il n'y a pas besoin.
sur des durées même 4-5 heures, il n'y a pas besoin d'avoir du salé. Le salé, ça rentre quand vraiment en compte? Quel intérêt il y a de prendre du salé sur Alors, on parle de salé au niveau du goût là. du goût, oui, des Ouais. apports aussi. Ouais. Enfin, du goût, de oui, de Ouais, pour ma part, c'est au-delà de 10 heures de course. Sur des courses moins. Mais il y a des ultra-trailers qui prennent pas du tout de salé. Hein, donc Ouais, ça- c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est pas une obligation en fait. Non, on est non, pas- même sur des courses de 20 heures, j'ai pris très peu de salé. Hein. Je pense à la Diagonale des Fous en 2023. J'ai pris une fois, j'ai pris 2 boulettes de riz et un petit morceau de tranche de jambon et c'était tout. J'avais rien de plus salé que ça pendant toute ma course. T'as pas des ingrédients un peu. Alors on sait qu'il y a Germain Grangier par exemple, il aime bien les sushis sur le ravitaillement ou on disait Ludo qui est très gel. Est-ce que toi t'as des petites bizarreries un peu comme ça sur tes entraînes sur tes... Bah, j'avais fait ça cette année-ci à la Diagonale, j'avais fait des maquis avocats, du coup que du riz et de l'avocat, et en fait dans la minute j'avais enlevé l'avocat, donc je me suis retrouvé à manger que du riz. Tout le monde croyait que je mangeais des sushis, mais absolument pas, je mangeais que du riz finalement. Donc, mais non, j'ai pas un truc particulier, je suis vraiment plutôt sur mes boissons et mes gels justement. Vrai ou faux d'un point de vue nutritionnel, la pomme de terre est plus intéressante que les pâtes pour le même effet recherché? Non. Pour la surcharge glucidique, Oui, en termes de qualité nutritionnelle. Ouais, moins de glucides. moi je Ouais, mais dirais... t'as plus de... Ouais, moi je dirais que c'est vrai, surtout que la pomme de oui, terre. Hein. oui, mais en plus la pomme de terre refroidie, elle a un Ouais. IG qui diminue Mais ça dépend drastiquement. sous quelle donc, forme. du C'est coup- sûr que si on parle de la frite, c'est pas pareil. Oui, oui. Ouais. non, pas de la frite. Je réfléchissais. Oui, Bah, puis il y a aussi le pomme nutriment de terre, aussi. on est du Un coup nutriment, quand même ouais. sans gluten, donc c'est intéressant sur le confort digestif. Pourquoi pas Puis un petit peu plus de nutriments aussi, on va trouver plus de certains petits Patate nutriments. douce, moi j'aurais priorisé la Oui. patate douce à la pomme. Et oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a vrai ou faux, si j'ai mal au ventre, je dois m'arrêter de m'alimenter? On réduit parce que du coup on essaie d'irriguer à nouveau au niveau intestinal, faire en sorte que l'organisme il se réhabitue un peu, donc on diminue l'intensité et on privilégie peut-être plus l'hydratation à ce moment-là. Mais on coupe pas tout. Non, c'est je pense une erreur, Oui. même si c'est difficile à ce moment-là, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Ouais, il faut continuer d'avancer, mine de rien. Ouais. Sinon, après, on va s'arrêter. Dans ce cas, Ça dépend quand ça arrive, quoi. Mais ouais, c'est ça. La solution de facilité serait de s'arrêter, attendre que ça revienne. Mais si on est dans cette optique d'avancer toujours, de performer, il faut continuer et essayer, comme Marie disait, de repartir peut-être plus sur de l'eau au début, de l'eau et de la boisson, avant de repasser sur des gels et une alimentation plus globale. Marie, avant de se quitter, si tu avais un dernier conseil à donner, voilà, à des personnes qui s'apprêtent à faire une course et qui nous écoutent, voilà, le dernier petit mot de la fin, ce serait lequel? Ce serait de se préparer au mieux, de profiter de chaque entraînement pour tester de nouvelles choses, d'apprendre vraiment à se connaître, voir qu'est-ce qui passe, le plus, le moins bien, et qu'est-ce qu'on préfère et quel grammage de glucides pour vraiment rien inventer le jour J et réduire en fait les risques de troubles, mais aussi amoindrir le stress qui peut être aussi important pour un premier marathon. Donc vraiment, voilà, prendre le temps de se préparer physiquement et aussi nutritionnellement. Aurélien, toi du coup maintenant on va te revoir où un petit peu cet été? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, des choses que tu as prévues, qu'est-ce que tu vas, voilà. Malheureusement, j'ai une blessure, donc j'ai rien de prévu, si ce n'est guérir déjà. Et du coup, ça va dépendre de ça pour la suite, savoir si je vais à fin août sur l'UTMB ou non, et dans quel cas j'irai plutôt sur la Diagonale des Fous en fin de saison. Ah, Donc voilà, on il y verra sur la diagonale. Moi, j'ai il y a adoré encore te le voir. mystère entre, même pour moi, il y a le mystère où c'est que je serai entre Chamonix et la Diagonale. Le choix va se faire entre ces deux courses-là. Ça va dépendre de ma préparation. Il faut quand même que je fasse une course de qualification avant l'UTMB. Donc le timing sera short. Donc tout va se décider là dans les semaines, mois qui arrivent. Et là, du coup, tu as coupé l'entraînement ou tu gagnes un peu de renforcement musculaire, ce genre de choses? Non, là j'ai vraiment coupé et je vais reprendre dans 10 jours probablement avec du vélo très cool déjà. Pour l'instant, Et, tu pouponnes parce que t'es papa aussi d'un. Voilà, ouais, petit non, c'est bébé, des voilà. autres activités. Deux bébés. Donc. Ça prend du bébé, deux bébés, un un petit- nouveau. ouais. Ouais, c'est le deuxième. Donc ça prend du temps, ouais. Ah, je sais ce que sais c'est. pas- je Oui, sais oui, pas dans c'est un quel- autre sport. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une autre forme Ça d'ultra. on va Ça dire. occupe aussi, ouais. Exactement. Exactement. Merci à tous les deux, voilà, de vous être rendus disponibles pour répondre à mes questions.
questions. J'espère que tous nos auditeurs ont pris autant de plaisir que moi à vous écouter. C'est un échange très intéressant. On apprend tous les jours. Même moi, je continue d'en apprendre et c'est toujours intéressant, et même de revoir un peu ses connaissances. Merci également à NutriPure d'avoir rendu cet échange possible et de soutenir le podcast depuis maintenant presque 2 ans. Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Ça pourrait peut-être aider un de vos collègues coureurs. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Bonne saison bientôt estivale qui va commencer à tous et à toutes. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Merci. Merci à toi. Cette émission vous a été proposée par NutriPure, qui s'engage à vous offrir le meilleur de la nutrition sportive. Activez votre potentiel aujourd'hui sans sacrifier votre santé de demain.